Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal de 19h sur Alizé Télévision en ce jeudi 22 septembre. Merci de nous recevoir chez vous. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. La journée internationale sans voiture n'a pas fait recette chez nous. Les Guadeloupéens ne sont pas prêts à se passer des 4 roues. Les cancers qui touchent la partie située entre la gorge et la tête frappent une centaine de personnes en Guadeloupe. Les symptômes sont rares, la maladie est vicieuse, une vingtaine de patients en meurent chaque année. L'archipel manque d'équipements sportifs, licenciés et scolaires en pâtissent, tant bien que mal, à l'instar de petits bourgs, des communes font face. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir sera Franck Fazian de Casabroc. Avec lui, nous parlerons du travail d'insertion réalisé par l'association et nous dirons également quelques mots sur un causé organisé ce soir sur la question de la violence. Avez-vous laissé votre voiture au garage ce matin pour enfourcher votre vélo ou utiliser le service public de transport? Ce 22 septembre est en effet Journée mondiale sans voiture depuis 1998. Si l'initiative semblait plaire et recueillir l'adhésion de certaines collectivités à ses débuts, elle n'est guère relayée depuis. Mais il y a peut-être de l'espoir puisque la ville de Paris organisera sa deuxième journée sans voiture ce dimanche 25 septembre. De 11h à 18h, la vitesse sera limitée à 20 km/h dans toute la capitale et près de la moitié de Paris sera réservée à la circulation piétonne. Une telle initiative ferait-elle recette ici en Guadeloupe où la voiture est plus que mode de transport? Réponse avec ce reportage de Joël Saint-Silly. Depuis 1998, le 22 septembre est décrété Journée internationale sans voiture. Et il suffisait de mettre le bout du nez dehors aujourd'hui pour se rendre à l'évidence. Cette journée n'a reçu aucun écho en Guadeloupe. Est-ce que les gens savaient effectivement que c'était la journée sans voiture? Mais non, ce n'est pas du tout respecté. Et voilà, ce sont des irresponsables, etc., etc. Et même si ce matin tout le monde ou presque a pris sa voiture, l'automobiliste guadeloupéen a cependant compris l'intérêt d'une telle initiative. C'est peut-être pour l'atmosphère là. En général, sans voiture, c'est peut-être pour préserver l'atmosphère là, nature là, comprendre peut-être monde mieux respirer, mieux vivre. Et pour ceux qui auraient bien voulu laisser leur automobile au garage ce matin, les raisons du non-respect de cette journée sont sans doute légitimes. En Guadeloupe, non, c'est pas évident parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Ailleurs, on peut trouver les trains, le métro et tout ça, mais tandis qu'ici, on n'a que la voiture pour circuler. Et puis, il y a aussi des arguments qui ne tiennent pas la route. Il faut vouloir marcher, surtout avec le soleil qu'on a en ce moment-là. Bon, bref, chez nous, la journée sans voiture est passée pour employer un euphémisme inaperçu. Visiblement, en Guadeloupe, difficile de se passer de sa voiture, il faut dire qu'elle sert parfois à emprunter des voies impénétrables. Je suis né sans voiture et je partirai dans une seule voiture. C'est la voiture obligée. Qu'elle soit Pointe ou Oua, on doit entrer dans cette voiture ou au-delà. Une journée d'information était organisée aujourd'hui dans le hall du CHU Pointe-à-Pitre-les-Abîmes sur les cancers ORL. Un rendez-vous initié dans le cadre de la semaine européenne de sensibilisation au cancer des voies aérodigestives supérieures. Des affections souvent diagnostiquées à un stade tardif, d'où l'importance d'informer la population sur les facteurs à risque et les signes d'alerte de ces cancers. Reportage signé Muriel Barlagne. C'est le 4e cancer aux Antilles-Guyane, le cancer des voies aérodigestives supérieures ou cancer ORL touche la zone située entre la gorge et la tête. C'est tout ce carrefour, ces différentes parties, donc les fosses nasales, le nez, la cavité buccale, le larynx, ça représente un carrefour aéropharyngé où on respire, on parle et on mange, on déglutit en fait. Bien que ces cancers soient connus depuis longtemps, ils continuent de faire de nombreuses victimes. Ils sont souvent diagnostiqués tardivement car ils sont asymptomatiques ou les signes avant-coureurs sont peu marqués. Avoir eu mal à la gorge, avoir le nez bouché, avoir mal à l'oreille,
Parfois, on peut avoir un enrouement de voix. Et ce sont ces signes qui, s'ils durent plus de 3 semaines, doivent alerter le patient et doivent l'emmener à consulter son médecin généraliste qui, dans un premier temps, fera un bilan et dans un deuxième temps, l'orientera vers son médecin spécialiste ORL pour faire un examen un peu plus approfondi, éventuellement des biopsies, et pouvoir porter un diagnostic. En Guadeloupe, 70 à 80 nouveaux cas de cancer des voies aérodigestives supérieures sont diagnostiqués chaque année. Ils causent 25 décès par an. Pris en charge suffisamment tôt, les patients peuvent s'en sortir. Différentes solutions s'offrent à eux. À un stade de début, on peut les traiter par la chirurgie ou certaines localisations par la radiothérapie seule. Et quand c'est un stade plus avancé, ça peut être de la radio, de la chimiothérapie. Ça ne veut pas dire que la radio et la chimiothérapie ne traitent pas, puisqu'on arrive à guérir aussi des stades avancés. Simplement, on va guérir moins de patients qui ont un stade avancé que ceux qui ont un stade précoce. Les cancers ORL sont liés à 3 facteurs de risque. Le tabac et l'alcool chez 85% des patients et le human papillomavirus. S'ils ne peuvent être évités, ils peuvent en revanche être dépistés au plus tôt, d'où l'importance d'une journée de sensibilisation afin d'inviter la population à rester vigilante. Les ateliers et chantiers d'insertion constituent une bouée de sauvetage pour certains jeunes en grande difficulté, demandeurs d'emploi ou bénéficiaires de minima sociaux. C'est l'occasion pour eux d'être accompagnés vers une activité professionnelle, mais malgré l'intérêt reconnu de ces structures, elles peinent à trouver des financements pour mettre en place leurs actions en faveur des jeunes en demande d'insertion. Reportage Jacques Damprobe. Jeunes et moins jeunes en difficulté sociale trouvent souvent une planche de salut dans les chantiers d'insertion professionnelle. L'objectif est de ne pas rester sur le bord du chemin, c'est dire le rôle joué par la cinquantaine de structures d'insertion en Guadeloupe. Pourtant, depuis quelques années, les difficultés s'accumulent. Il y a de multiples difficultés liées à la difficulté du terrain, bien sûr. Et surtout ces dernières années, la difficulté, c'est que les subventions arrivent de plus en plus difficilement et elles sont d'ordre de plus en plus restreint. Alors, avec la croissance des difficultés que nous voyons sur le terrain, il y a une diminution des subventions reçues qui amène les structures d'insertion parfois au dépôt de bilan. Mais le problème n'est pas seulement financier, il y a aussi les dispositions liées au contrat d'insertion que doivent appliquer les opérateurs. En tant que président de l'UICI d'ailleurs, j'ai eu à faire des interventions et conjointement avec Chantier École sur précisément les nouvelles dispositions concernant les contrats à durée déterminée en insertion qui n'ont pas favorisé les structures puisqu'il y a eu des retards importants dans la mise en œuvre des financements liés à ces contrats-là, ce qui a fait que les structures ont dû assurer sur leurs fonds propres le paiement des personnes qui étaient donc sur leur chantier. Ça a conduit certains chantiers à être carrément arrêtés et ça a conduit surtout les structures à être en difficulté. Alors ces difficultés-là ne sont pas spécifiques à nos régions puisque au point de vue national, il en était de même. C'est pourquoi nous avons d'ailleurs relayé les interrogations de Chantier École, qui est donc le réseau national, et les questions qui ont été posées au niveau du Parlement et du Sénat concernant précisément la mise en œuvre des crédits liés au CDDI et les difficultés que leur mise en œuvre impliquait pour les structures d'insertion. Conséquence directe de ces multiples tracasseries, les parcours d'insertion rencontrent des embûches et la survie des opérateurs est menacée. C'est vrai que les difficultés récurrentes que nous rencontrons nous amènent à réduire nos capacités d'intervention de façon permanente dans un contexte où justement les besoins sont en croissance exponentielle. Comme tout le monde le sait, la violence dans ce département, l'inactivité, le chômage sont des maux qui nous touchent de plein fouet. Il appartient au pouvoir public d'agir efficacement pour répondre aux attentes de celles et ceux qui se retrouvent en situation d'échec. Et cette bonne nouvelle en direction de ces structures d'insertion, la direction des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de Guadeloupe a lancé un appel à projet en faveur de la mise en place de projets d'insertion par l'activité dans différents secteurs. Les porteurs de projets ont jusqu'au 30 de ce mois pour remettre leur dossier. Les opérateurs retenus pourront bénéficier de financements de l'État, du Conseil départemental, des OPCA, des établissements publics de coopération intercommunale, du Conseil régional de Pôle emploi et pour certains du FSE.
Nous parlons toujours insertion avec, dans un instant, notre invité Franck Fazian. Mais avant de le retrouver, faisons connaissance avec la structure qu'il anime depuis plusieurs années. Franck Fazian et une équipe de bénévoles œuvrent à la réinsertion de certains jeunes en les formant notamment au sein de l'atelier de recyclage de l'association Casabroc. Reportage. Depuis plus de 10 ans, Casabroc contribue à l'insertion de personnes en situation d'exclusion. L'association recrute ainsi des jeunes via des périodes d'immersion avec la mission locale et les stages de découverte des métiers. Un parcours suivi par ce jeune menuisier ébéniste qui continue à se former grâce à son encadrant, Lionel Fleury, ébéniste depuis plus de 40 ans. Titulaire d'un BEP, menuisier, technicien agenceur et du bac, Giovanni est désormais en contrat d'emploi d'avenir. J'ai cherché du travail, je cherchais. J'ai eu le temps de faire des montages de cuisine, meubles de cuisine et tout. Et là, je suis bien calé à Casabroc, voilà, depuis 1 an. En fait, pour moi, le meuble, c'est comme un patient malade qu'il faut opérer pour qu'il puisse repartir à zéro, pour qu'il puisse être bien. Donc, c'est pareil pour moi, la menuiserie. C'est de voir, par exemple, un client qui m'amène son meuble et quand il revient rechercher son meuble récupéré, c'est de voir le visage du client qui est émerveillé de voir le meuble, il ne le reconnaît même pas. Donc, voilà. Ça me fait plaisir. Il est intéressé par ce genre de métier. Donc, je vais lui transmettre le métier d'abord avant que je parte en retraite. Donc, je vais lui montrer le métier. D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire avant de faire quoi que ce soit. C'est le départ qu'on doit faire là-dessus. Et puis, de mettre ça en état. C'était un vieux meuble. Donc, de coller, de l'ajuster et de mettre de la solidité et puis de leur expliquer comment qu'ils doivent faire le travail convenablement de sa totalité. Franck Fazian a été animateur bénévole sportif et encadrant pour des jeunes en situation d'exclusion. C'est après une rencontre avec l'abbé Pierre que le fondateur de Casabroc a eu l'idée de créer ce secteur économique pour favoriser l'insertion de ces jeunes. Ces jeunes qui se sont donné les moyens de sortir du système parallèle, d'accepter de prendre un emploi, parce que c'est un contrat de travail, c'est un contrat, il y a des conditions. Il y a mes droits et il y a aussi mes devoirs, d'arriver tôt le matin, à l'heure, de s'organiser, de se prendre en main, de faire un chiffre d'affaires. Donc, ils ont une responsabilité. Donc, et de voir que maintenant, tout ça peut être mis à plat, peut être mis à terre. Donc, ils sont un petit peu désappointés par rapport à la situation, encore plus que moi. Parce que pour eux, c'est leur seul espoir de travailler. On sait très bien la situation économique en Guadeloupe. On sait très bien la situation de notre jeunesse en Guadeloupe, c'est plus de 10 000 jeunes qui sont en grande difficulté. Tous ces efforts risquent d'être anéantis par la rénovation urbaine des abîmes qui a déjà pour conséquence la condamnation de l'accès aux 2 portails d'entrée et de sortie de Casabroc. Malgré les nombreuses rencontres entre Cap Excellence et la ville des Abîmes, pour l'instant, aucune proposition concrète n'a été formulée pour la relocalisation de l'association, plongeant dans l'angoisse l'entrepreneur et ses 14 collaborateurs. Notre invité nous a rejoint. Il s'agit de Franck Fazian, président de Casabroc. Bonsoir Franck. Bonsoir. Ce reportage a été diffusé pour la première fois en juin dernier. Est-ce que les problèmes d'accès à la structure liés aux travaux ont été réglés depuis ? Disons que ça s'est un petit peu amélioré dû à la fin des travaux routiers, canalisation. Mais il n'en reste pas moins que l'accès reste quand même assez difficile pour certaines personnes qui viennent de loin et qui ne connaissent pas trop le quartier. Il faut quand même faire tout un détour par l'église Saint-Michel. Je l'explique en même temps, comme ça au moins. On a mis des signalisations, mais il faut faire par l'église Saint-Michel, passer derrière la police municipale. Donc c'est vrai que des donateurs qui viennent de Basse-Terre et d'autres, puisqu'ils viennent à peu près de toute la Guadeloupe, ça complique un peu les choses et ça nous a, depuis à peu près 6 mois, notre chiffre d'affaires a sérieusement chuté et la structure est assez pas mal en difficulté. On se bat,
on tente de résister avec l'équipe, mais bon, c'est pas trop facile, quoi. Voilà. On l'a vu dans ce reportage, vous travaillez à la réinsertion de jeunes par le biais de la recyclerie. Ce sont des jeunes qui viennent à votre rencontre spontanément, ou est-ce que ce sont des jeunes qui sont orientés vers Casablanca? Il y a plusieurs sources. Il y a le Pôle emploi, la mission locale qui nous envoie du monde, des candidatures. Nous aussi, c'est du bouche à oreille, puisque ça fait une vingtaine d'années que je suis un peu sur les routes et dans les quartiers avec les jeunes. Donc en fait, c'est comme une famille qui se transmet. Le cousin vient, le frère débarque. Donc il y a une espèce de relais qui se fait entre eux. Et ils viennent et voilà, quoi, et on leur donne leur chance. Quelle expérience vous tirez, quelle expérience vous tirez de ce projet que vous avez mis en place depuis un certain temps? Ben écoutez, une expérience vraiment très très riche, hein, même au niveau de ma propre expérience, ma propre vie. Hein, depuis 1998, ça m'a vraiment pas mal chamboulé. Hein. On dit que soi-disant on vient aider les jeunes qui sont en difficulté, mais en fait quelque part aussi il vous apprend un peu une autre façon de voir les choses, une autre façon de vivre. Donc un bilan très très positif puisqu'il y a quand même pas mal de réussites d'insertion. Après, c'est vrai que notre force de frappe, c'est aussi l'État qui nous aide, c'est les collectivités. Et voilà, ils font peut-être ce qu'ils peuvent avec la conjoncture, on la connaît, mais bon, on aimerait quand même qu'on puisse développer maintenant, Casabroc, c'est 10 ans d'expérience. Je pense que ça vaudrait le coup que ce projet-là soit déployé sur toute la Guadeloupe avec effectivement le support peut-être d'autres porteurs de projets. Notre équipe pourrait renforcer et former ces personnes-là pour que la Guadeloupe se vante de dire qu'on a un réseau de ressourceries développé dans tout le département qui pourrait être un exemple pour ailleurs, hein, dans la Caraïbe ou la métropole. Alors, on l'a vu, il y a cette expérience, cette démarche de réinsertion par l'activité économique, mais vous avez également initié certains jeunes à la voile. Vous avez mis en place un équipage qui participe notamment au TGVT. C'est aussi là une expérience positive? Alors là, je souris puisque c'est encore une expérience encore plus puissante. On sait très bien que la mer est révélatrice, hein, au niveau humain, puisqu'on est dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Donc on part à 10 jeunes. La première fois, c'était en 2012, 7 jeunes, avec Willy Bissint et Jimmy Dreux qui m'ont donné un bon coup de main. Je les remercie. En 2012, donc une réussite totale pour les 7 jeunes. En 2013, avec le maire de Morne-à-l'Eau, M. Lombion, paix à son âme, 11 jeunes qui ont embarqué dans le projet. Tous sont en sortie, sans exception. Là, on va lancer un projet. Donc, il y a aussi l'équipe Petits Bijoux que j'ai remis sur pied, qui maintenant fait vol de leurs propres ailes. C'est une équipe de filles, puisque je remarquais que dans les équipes féminines, il n'y avait pas trop d'antillais sur l'eau. Donc là, je crois qu'on a gagné le pari. Maintenant, c'est mitigé. J'ai une équipe là qu'on est en train de mettre en place avec Apexcellence à partir de fin septembre. Avec 15 jeunes de la conurbation. On repart encore au Saintes, construire un bateau avec l'aide d'Alain Foy, l'UCPA, avec pas mal de partenaires, Cap-Excellence bien sûr, pour objectif faire le TGVT en 2017. Je passe par là parce qu'en fait c'est la première voie d'entrée dans les structures d'insertion. Et c'est un message que je passe, le sport et la culture, c'est le plus. En 20 ans, j'ai rien trouvé de mieux que le sport et la culture pour mettre un homme debout, pour qu'il reprenne confiance en son univers, en cette société-là, et qu'il puisse trouver un travail qui soit stable dans sa vie, quoi. Alors, on a parlé des deux expériences, celle avec Casa Recycle et celle avec l'équipage qui participe au TGVT. Vous contribuez à la prévention des phénomènes que l'on voit et que l'on dénonce. Comment est-ce que les autorités, les décideurs, ceux qui étaient réunis à Basse-Terre récemment pour trouver des solutions au bout de la Guadeloupe, comment est-ce qu'ils puisent dans cette expérience-là que vous avez pour concevoir leur projet en direction des jeunes? Je trouve que ce n'est pas suffisant, on n'est pas suffisamment concerté. Peut-être que dans l'avenir, il y a eu quelques concertations, mais elles ne sont pas pérennes, elles ne sont pas profondes et qu'il n'y a pas de fil rouge. Il faudrait que les décideurs, les politiques soient plus au contact de ce qui se fait dans la rue, plus à nos contacts. Je pense qu'ils viennent de haut, ils se disent, bon, avec toutes les lois qui passent, nous allons mettre des dispositifs en place. Mais ils ne sont pas assez à l'écoute de ce qui se passe. Parce que sur le terrain, ça change tous les jours, ça évolue tous les jours. On n'a qu'à regarder la violence. À l'époque, quand j'ai commencé en 98, elle était à base de 20, 25, 30 ans. Maintenant, elle est à base de 10, 15 ans. On a bien vu ce qui s'est passé récemment. Donc la violence est encore descendue un petit peu plus bas dans les âges. Et donc je pense que là, franchement,
Il y a eu des assises, il faudrait vraiment des bics à parole. D'ailleurs, on en fait un ce soir dû à... Voilà, on en fait un ce soir. Donc, il faut vraiment qu'ils soient un peu plus à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Alors, vous faites partie des signataires qui ont appelé à la grande marche contre la violence. C'était hier dans les rues de Pointe-à-Pitre. À peine une semaine après le drame dont on vient de parler, le meurtre de Yohan Equinox, on avait l'impression que l'émotion était retombée, que finalement, les gens s'étaient déjà reconcentrés sur leur quotidien. Mais c'est clair. Vous direz que, franchement que j'ai appris la nouvelle en arrivant à Casabroc par les jeunes. En ce moment, je ne regarde plus les médias, puisque je suis un peu fatigué de tout ce qui se passe en 20 ans et ça n'évolue pas. Ça ne va qu'en empirant. Donc moi, j'essaie dans mon coin de trouver des solutions, d'essayer d'évoluer. Et il est vrai que la rénovation nous a donné un sacré coup. Et donc j'étais un peu à l'écart, quoi. Et quand j'ai vu effectivement la situation de Yohan, ce qui s'est passé, et Ken Paul, normalement, c'est un jeune qui aurait dû passer à Casabroc-en-Tige. On l'a jamais vu, on l'a jamais eu. Donc où c'est que ça a foiré, je ne sais pas. Il est vrai qu'il y a des dispositifs, on dit toujours que les dispositifs ne suffisent pas, il manque de moyens, la police, tout ça, ce qui est vrai, face à ce qui se passe là. Donc voilà, nous on essaye de se battre contre ça, mais c'est pas facile, quoi. Alors après cette marche qui c'était hier, quelle doit être la prochaine étape pour que ce drame de mardi dernier ne soit pas juste un drame de plus? Je crois qu'il faut permettre à la population de garder un peu, de rester concentré sur ce qui s'est passé. Il est vrai que les médias, c'est pas pour décrier les médias. J'écoutais seulement la radio ce matin. Les faits qui se sont passés sur la Guyane m'ont pas mal choqué. La façon que le journaliste explique, je ne dirai pas les mots parce que je crois qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. D'arrêter de toujours appuyer sur les faits comme ils se sont passés exactement, détaillant, non, il faut arrêter, quoi. Je pense qu'il serait temps que les faits divers, on en parle, mais en surface, pas dans les détails. Ça suffit. Il faudrait qu'on passe à autre chose, quoi. Ça très sérieusement, quoi. Alors, on disait quelques mots. Vous sortez d'un causé, vous y retournez tout à l'heure après cette interview. Oui. Qu'est-ce qui doit ressortir de ce rendez-vous ce soir? En fait, il y a vraiment la société guadeloupéenne qui est là. Il y a un médecin urgentiste qui viendra un peu nous expliquer ce que lui vit. C'est quelqu'un qui tous les jours ramasse des jeunes qui ont pris des balles et des coups de couteau. La plupart du temps, ils sont morts. Lui, il a besoin de comprendre. Il y a des éducateurs spécialisés, il y a des psychiatres qui viennent ce soir. Il y a la société guadeloupéenne, que ce soit métropolitaine ou autre, qui vient essayer. Il y a des jeunes aussi. Le mouvement est parti d'un groupe WhatsApp. Il y a aussi des artistes. On vient un peu montrer un peu toute personne à son niveau, qu'est-ce qu'il fait et comment on aurait pu harmoniser tout ça pour que dès qu'il y a un problème, on puisse intervenir en urgence. Là, actuellement, on est dans l'urgence. Donc si nous, au niveau des dispositifs, on n'est pas aussi rapide de ce qui se passe à l'extérieur, sur la rue, on est tout de suite, on est dépassé par les événements comme ça s'est passé avec le petit Yohan. Alors Franck, pour ceux qui nous regardent en direct ce soir et qui souhaitent venir à ce rendez-vous, c'est où? Alors c'est à Casabroc, l'ancien aéroport du Rézé. Il faut rentrer par l'église Saint-Michel, passer derrière la police municipale qui est en orange. On a mis des panneaux, donc c'est facile à retrouver. Voilà, donc on va essayer c'est un premier causé, donc c'est son bic à parole contré. Nous, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de prendre des notes et relancer le bic à parole. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ce que dans toutes les communes, il y ait un espace de discussion permanent pour que par rapport à tout ce qui se passe actuellement, les gens puissent en parler et commencent à monter des dispositifs, des milices non violentes pour commencer à un peu faire attention, surveiller un jeune, dès qu'on voit un jeune qui déraille, tout de suite se mettre autour de lui pour éviter qu'il fasse le pire pour lui et pour les autres. Voilà, donc c'est pour trouver des solutions. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je me bats. Si je fais ce contré, ce bic à parole, c'est pas pour faire du blablabla. Si j'ai marché hier, c'est pas pour marcher. C'est que là, c'est bon, quoi. Il faut nous faire vite. Voilà. Merci beaucoup, Franck. Donc, rendez-vous dès la fin de ce journal, donc à Casabroc au Rézé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, nous parlerons de la venue en Guadeloupe du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Direction, pour commencer, le Bahamas, capitale paradis fiscal, dénoncé par un consortium international de journalistes d'investigation. C'est votre rendez-vous Caraïbes.
6 mois après les Panama Papers, les journalistes du Monde et les médias partenaires du Consortium international des journalistes d'investigation ont eu accès à de nouveaux documents confidentiels sur le milieu opaque des paradis fiscaux, les fameux Bahamas Leaks. Ces documents portent sur 175 480 structures offshore enregistrées dans ce paradis fiscal des Caraïbes que sont les Bahamas entre 1990 et cette année. Il dresse l'équivalent d'un registre du commerce public pour ce centre financier opaque, levant en partie le voile sur l'identité des directeurs de ces sociétés écrans. Ces documents permettent aussi de retrouver la trace de plusieurs dirigeants mondiaux en tant qu'administrateurs de sociétés offshore, mais c'est surtout le nom de l'ancienne commissaire européenne Neelie Kroes qui défraie aujourd'hui la chronique. Le Consortium international des journalistes d'investigation qui a coordonné cette nouvelle publication a décidé de rendre publique une grande partie de ces données au nom de la liberté d'information. Il considère que c'est un service pour le public de rendre librement accessible ce genre d'informations basiques, car là où il y a du secret dans le monde de l'offshore, il y a des risques de malversation. Le Conseil électoral national du Venezuela vient d'annoncer que le référendum contre Nicolás Maduro n'aurait pas lieu cette année, mais après janvier 2017, faisant fondre ainsi les espoirs de l'opposition de voir le président de la République quitter le pouvoir. Cet organisme, accusé par le camp des opposants de Maduro de retarder le processus pour le protéger, a également annoncé que l'opposition devrait réunir 4 millions de signatures en 3 jours. Des signatures que le Conseil électoral vérifiera ensuite dans les 3 mois. Selon l'opposition, le référendum est l'unique moyen de trouver une issue pacifique à la crise économique qui secoue le pays. Si celui-ci avait lieu d'ici au 10 janvier prochain et était couronné de succès, il provoquerait des élections anticipées. Or, s'il est organisé plus tard, le président Maduro ne serait pas révoqué, mais juste remplacé par son vice-président du même parti jusqu'à la fin de son mandat, soit en 2019. Peu de prédateurs sont aussi dévastateurs que le poisson-lion. Il peut transformer un récif corallien en un désert aride si aucune action contre cette espèce invasive n'est entreprise. Depuis 2000, le poisson-lion s'est répandu très largement dans le golfe du Mexique et dans la mer des Caraïbes, se nourrissant des coraux sans jamais être inquiété puisqu'il n'a pas de prédateurs. Devant ce constat, une équipe d'écologistes des Bermudes a décidé de créer un robot tueur. Cette idée a été lancée lors de voyages de plongée aux Bermudes de Colin Angle, le cofondateur de l'e-robot. En rentrant aux États-Unis, il a créé une association sans but lucratif baptisée Les robots au service de l'environnement. Le robot tueur de poisson-lion est un petit véhicule télécommandé muni de caméras et d'un dispositif d'électrocution sur mesure. Le poisson électrocuté est ensuite aspiré et stocké dans un bac de la machine. Le dispositif est simple et efficace. L'association lancera un appel à financement car il faudrait des milliers de robots pour arriver à bout de cette espèce prolifique. Le poisson ainsi stocké pourra être consommé car la meilleure manière d'éliminer le poisson-lion est encore de le consommer. Patrick Caner est arrivé en Guadeloupe cet après-midi pour tout juste 24 heures. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports rencontre actuellement des jeunes bénéficiaires et des opérateurs du service civique au Rézé. Demain, il endossera son costume de ministre de la Ville pour une visite dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Il ira par la suite inaugurer le complexe scolaire de Grand Camp aux Abîmes avant une visite des installations du CREPS Antilles-Guyane. La visite de Patrick Caner se terminera par un déjeuner avec les élus en charge du sport en Guadeloupe. Et le ministre des Sports n'a pas prévu de rencontrer les enseignants d'éducation physique, mais ceux-ci ont lancé un message clair en direction de leur ministre. Ils souhaitent être consultés pour tout projet de réhabilitation et de construction en matière d'infrastructures sportives. Dans un communiqué, le SNES-FSU demande que soient construits en priorité des installations mutualisables entre clubs fédéraux et EPS à proximité immédiate des établissements scolaires. Selon le syndicat, la plupart des établissements scolaires ne permettent pas la pratique de l'EPS dans de bonnes conditions.
En début d'après-midi, le ministre des Sports était à Petit Canal pour présenter les dispositifs d'aide au développement des installations sportives outre-mer. Nous avons voulu constater de la réalité sur le terrain, loin de ce rendez-vous médiatique bien encadré. Pour ce faire, Muriel Barlagne a pris la direction de Petit-Bourg. Reportage. Il y a plus de 40 ans, elle accueillait le stade Jean Affaire qui s'est enrichi entre-temps d'une piste d'athlétisme. La commune de Petit-Bourg s'est considérablement équipée depuis en termes d'infrastructures sportives. D'un côté, il y a eu les grosses réalisations comme le Palais des Sports Laura Flessel et le complexe sportif Gaël Monfils. De l'autre, des parcours en plein air dans des quartiers parfois reculés. Les équipes municipales successives ont œuvré pour que la population ait accès à toutes sortes de disciplines. Nous avons effectivement cette particularité d'offrir en fait toutes les disciplines sportives, sauf peut-être le handball qui n'existe pas à Petit-Bourg. Mais enfin bon, il y a les infrastructures. Malheureusement, il n'y a pas de club de handball. Donc si véritablement il y a des personnes qui veulent se lancer de cette discipline, donc ils seront les bienvenus. En tout cas, depuis notre arrivée, nous avons élargi l'offre sportive, puisque depuis il y a le badminton qui s'est installé à Petit-Bourg, il y a le tennis de table, enfin la gymnastique, pas mal de sports. Petit-Bourg est ainsi devenu l'une des communes les mieux équipées de la Guadeloupe en matière d'infrastructures sportives. Et pourtant, il reste encore beaucoup à faire. Des équipements tels que le complexe Gaël Monfils et le Palais des Sports Laura Flessel sont surexploités, mais pour mettre en œuvre de tels projets, il faut des moyens. Les sources de financement se font de plus en plus rares. Là, le complexe Gaël Monfils, c'est un équipement qui coûte aux alentours de 4 millions, 4,3 millions exactement. Et c'est vrai qu'il faut trouver les financements. Et au moment de la raréfaction des crédits publics, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir financer de telles structures. Les autres problèmes qu'on rencontre, c'est que ce sont des équipements aussi qui vieillissent et il faut avoir les moyens financiers de les entretenir. Nous avons par exemple la piste d'athlétisme du stade Jean Affaire qui est en mauvais état. Et là, effectivement, parmi nos projets futurs, c'est de reconstruire cette piste-là. Et je peux vous dire que c'est aux alentours de 500 000 € à peu près pour refaire la piste. Donc c'est des problèmes essentiellement financiers, les problèmes également de foncier, puisque bon, on a, vous savez effectivement, Petit-Bourg c'est une commune très étendue, mais le foncier se fait très, très rare, commence à se faire rare. Et donc nous avons effectivement la volonté d'équiper les sections d'équipements sportifs, mais là aussi se pose un problème de foncier. Malgré ces difficultés, Petit-Bourg va continuer à s'équiper. La commune a été retenue pour la construction d'une base nautique et d'une piscine intercommunale, deux projets portés par la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre. Elle devrait aussi accueillir un terrain de golf de montagne de 18 trous sur les hauteurs de Pérou. Information pratique pour clore cette édition dans le cadre des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bélocado. Les habitants de Gosier-Ouest et de Mathurin seront privés d'eau à partir de 22 h ce soir jusqu'à demain 7 h. Demain soir, ce sont les habitants de Sainte-Anne qui seront concernés par ces coupures d'eau tournante. Un point sur la météo pour ce soir et demain. Le ciel risque d'être chargé ce soir et les averses possibles dans la nuit. Demain matin, le soleil sera bien présent sur l'ensemble des communes de l'archipel a priori. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice Atmo de 2, annoncé pour demain par Guader. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. On se donne rendez-vous demain 19 h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.